Les dernières minutes de Calbo restent enveloppées d'un silence lourd, presque irréel. Longtemps, le public n'a connu que l'image du rappeur puissant, engagé, pilier du groupe Arsenic, la voix grave et déterminée d'une génération entière. Mais derrière cette force apparente, que s'est-il réellement passé dans l'intimité de ces derniers instants? Aujourd'hui, pour la première fois, son épouse accepte de lever le voile sur ces moments déchirants, faits de lucidité, de peur, mais aussi d'un amour profond qui n'a jamais faibli. Que s'est-il dit dans la pièce où le temps semblait suspendu? Quel regard, quel silence, quelles paroles ont précédé l'adieu que personne n'était prêt à entendre? Selon son témoignage, chaque minute comptait, chaque respiration devenait un combat. Calbo savait-il que la fin approchait? A-t-il laissé des mots, un message, une ultime pensée pour ses proches et pour son public? Derrière les projecteurs et la légende du rap français, c'est un homme vulnérable qui apparaît. Un mari, un père, un être humain confronté à l'inévitable. Ces révélations bouleversantes ne cherchent pas à choquer, mais à comprendre, à ressentir, à se souvenir. Car la question demeure, comment dire adieu quand l'amour est encore là, brûlant, et que l'on refuse d'y croire jusqu'à la dernière seconde? Dans cette vidéo, nous allons explorer pas à pas ces instants rarement racontés. Ces détails que seule la personne restée à ses côtés peut connaître. Restez avec nous. Écoutez cette parole intime et sincère, et plongez au cœur d'une histoire où la musique, la douleur et l'humanité se croisent. Et vous, pensez-vous que l'on puisse vraiment se préparer à un dernier adieu? Après ces premières révélations, le récit de Calbo prend une dimension encore plus intime lorsque son épouse replace les faits dans une chronologie précise, presque minutée, comme si chaque souvenir restait gravé dans sa mémoire avec une netteté douloureuse. Tout commence plusieurs semaines avant le drame, à la fin du mois de mars, dans leur appartement discret situé en région parisienne. Rien, à première vue, ne laissait présager l'issue tragique. Calbo continuait de parler musique, de projets, de collaborations qu'il rêvait encore de concrétiser. Pourtant, certains signes, ignorés sur le moment, apparaissent aujourd'hui comme des alertes silencieuses, une fatigue inhabituelle, des silences plus longs que d'ordinaire, un regard souvent perdu vers la fenêtre, comme s'il observait un horizon que lui seul pouvait voir. Selon sa femme, il y avait aussi ces douleurs qu'il minimisait, fidèle à cette pudeur presque obstinée qui l'avait toujours caractérisé. « Ce n'est rien, ça va passer », répétait-il, même lorsque les nuits devenaient bien plus courtes et le sommeil plus fragile. Début avril, lors d'un rendez-vous médical à Paris, les examens révèlent une situation plus grave que prévu. Calbo écoute, attentif, mais sans poser beaucoup de questions. Sur le trajet du retour, dans la voiture, il reste étrangement calme. Ce silence-là, son épouse le comprend aujourd'hui différemment. Ce n'était pas de l'indifférence, mais une forme d'acceptation progressive, presque lucide. Les jours suivants, l'atmosphère change à la maison. Le temps semble ralentir. Chaque geste devient plus lent, chaque conversation plus dense. Calbo passe davantage de temps avec ses proches, insiste pour partager les repas ensemble, même lorsqu'il mange peu. Il évoque des souvenirs précis, ses débuts dans le rap, les premières sons avec Arsenic, l'énergie brute des concerts des années 1990, les nuits passées à écrire des textes à la lueur d'une lampe. À ce moment-là, personne n'ose encore parler de faim, mais tout semble y conduire doucement. La veille de son hospitalisation, un soir d'avril, il demande à sa femme de rester éveillée avec lui plus longtemps que d'habitude. Ils parlent à voix basse dans le salon à peine éclairé. Il lui confie sa peur de souffrir, mais aussi son refus d'être plein. « Je veux qu'on se souvienne de moi debout », aurait-il murmuré. Ces mots, elle les garde aujourd'hui, comme une confidence sacrée. Le lendemain matin, direction l'hôpital, dans un établissement bien connu de l'ouest parisien. Les couloirs blancs, l'odeur antiseptique, les bips réguliers des machines deviennent le décor de leurs derniers jours ensemble. À l'hôpital, Calbo alterne entre des moments de grande lucidité et des phases d'épuisement profond. Sa femme raconte qu'il observait longuement les visages autour de lui, comme s'il voulait les mémoriser. Il serre souvent sa main, parfois sans parler, parfois avec une intensité qui disait tout ce que les mots ne pouvaient plus exprimer. Certains proches passent le voir, mais il limite les visites. Il ne veut ni agitation, ni larmes excessives. Ce qu'il recherche, c'est la présence vraie, silencieuse, presque méditative. Quelques jours avant la fin, un détail revient sans cesse dans le récit de son épouse. Calbo demande à écouter de la musique, mais pas ses propres morceaux. Il préfère des sons plus doux, presque apaisants. À un moment, il ferme les yeux et semble respirer au rythme de la mélodie. Était-ce une manière de se préparer? De s'ancrer une dernière fois dans ce qui l'avait toujours fait vibrer, sans le poids de la célébrité? La question reste ouverte. Le dernier jour, selon le témoignage, le temps devient flou. Nous sommes tôt le matin. La lumière traverse à peine les rideaux de la chambre. Calbo parle peu, mais son regard est étonnamment clair. Il fixe sa femme longuement, comme pour lui transmettre quelque chose d'essentiel sans avoir à le dire. Elle raconte qu'il a esquissé un léger sourire, fragile, presque imperceptible. Puis, il a serré sa main une dernière fois.
Aucun mot grandiloquent, aucune déclaration dramatique. Juste ce silence lourd, chargé d'émotions, qui marque souvent les adieux les plus sincères. Après son départ, ce sont ces détails, apparemment anodins, qui reviennent hanter son épouse. La chaleur de sa main, le son régulier des machines, le calme étrange de la pièce. Elle confie que, pendant longtemps, elle a cru entendre encore sa voix, comme un écho persistant. Aujourd'hui, en parlant publiquement, elle ne cherche ni la pitié, ni le sensationnel. Elle veut simplement raconter l'homme derrière l'artiste, celui qui, jusqu'au bout, a affronté la douleur avec dignité, lucidité et amour. Et pourtant, certaines zones d'ombre demeurent. Des paroles murmurées que personne d'autre n'a entendues. Des pensées qu'il n'a jamais formulées. Des signes avant-coureurs que l'on ne comprend qu'après coup. C'est précisément dans ces silences et ces non-dits que se cache peut-être la vérité la plus bouleversante de ces derniers instants. Ce retour en arrière s'impose presque naturellement. Après avoir évoqué l'homme face à la fin, son épouse insiste sur une autre vérité essentielle. On ne peut comprendre les derniers silences de Calbo sans replonger dans l'instant précis où tout a basculé pour lui, lorsque l'ombre des débuts a laissé place à la lumière brutale du succès. Nous sommes au milieu des années 1990, en région parisienne, dans ces quartiers où le rap n'est pas encore une industrie, mais une urgence, un moyen de survivre, de raconter ce que personne ne veut entendre. Calbo n'est pas encore une figure publique. Il est un jeune homme habité par les mots, obsédé par le rythme, passant des nuits entières à écrire, à répéter, à affiner une voix qui deviendra bientôt reconnaissable entre mille. Les premiers signes de cette ascension apparaissent bien avant la reconnaissance officielle. Dans de petites salles parisiennes, parfois à peine éclairées, il monte sur scène sans savoir si le public écoutera vraiment. Pourtant, quelque chose se passe. Les regards se figent, les conversations cessent. Sa voix grave impose le silence. À l'époque, certains proches racontent déjà ce magnétisme étrange. Calbo n'avait pas besoin de forcer, il captait l'attention naturellement. Ces soirées, souvent oubliées aujourd'hui, sont pourtant les fondations invisibles de son succès futur. Le véritable tournant arrive lorsque les morceaux d'Arsenic commencent à circuler bien au-delà du cercle restreint des initiés. Nous sommes à Paris, entre studios improvisés et rendez-vous incertains avec des professionnels qui hésitent encore à miser sur ce rap cru sans concession. Calbo, lui, reste étonnamment calme. Il ne parle jamais de gloire, mais de nécessité. Pour lui, la musique est d'abord un exutoire, un espace de vérité. Pourtant, les chiffres parlent bientôt d'eux-mêmes. Les ventes augmentent, les concerts affichement complets, les médias commencent à s'intéresser à ce duo qui bouscule les codes. Son épouse se souvient très précisément du moment où elle a compris que leur vie allait changer. C'était un soir, après un concert parisien particulièrement intense, à la fin des années 1990. En sortant de la salle, des fans attendaient déjà, demandant des autographes, répétant des phrases de ses textes comme des mantras. Calbo reste poli, presque réservé, mais son regard trahit une légère inquiétude. Ce n'est pas l'enthousiasme qui le trouble, mais la conscience soudaine d'une responsabilité nouvelle. Ces mots ne lui appartiennent plus vraiment. Avec le succès viennent les grandes scènes, les tournées, les interviews. Pourtant, derrière l'image publique du rappeur affirmé, certains signes laissent déjà entrevoir une fragilité intérieure. Il parle peu de lui, refuse souvent de se mettre en avant. Lors des déplacements, il observe plus qu'il ne s'exprime. Dans les hôtels, tard le soir, il écrit encore, comme pour se rappeler d'où il vient. Sa femme raconte qu'il lui disait parfois « Il ne faut pas se perdre ». Une phrase simple, presque anodine, mais qui résonne aujourd'hui comme un avertissement précoce. À mesure que la notoriété grandit, Calbo devient une référence du rap français. Les albums s'enchaînent, les critiques sont souvent élogieuses, le public fidèle. Mais le succès n'efface pas tout, il accentue même certaines tensions intérieures. Déjà, à cette époque, il ressent le poids du regard des autres, la pression d'être à la hauteur de l'image qu'on projette sur lui. Il ne se plaint jamais ouvertement, mais son entourage remarque ses moments de retrait, ses pauses silencieuses entre deux projets. Dans les coulisses, loin des caméras, Calbo reste profondément attaché à une forme de simplicité. Il préfère les discussions tardives aux mondanités, les repas en petit comité aux grandes réceptions. Sa femme confie qu'il avait parfois l'impression de vivre deux vies parallèles, celle de l'artiste reconnu, acclamé, et celle de l'homme qui doute, qui s'interroge sur le sens de tout cela. Ces questionnements, longtemps passés sous silence, prennent aujourd'hui une nouvelle dimension à la lumière de son parcours. Le succès, pour Calbo, n'a jamais été une fin en soi. Il l'acceptait, mais ne s'y abandonnait pas complètement. Déjà, dans certains textes, apparaissent des thèmes plus introspectifs, presque prémonitoires. La solitude, le temps qui passe, la fragilité derrière la force. À l'époque, peu de gens y prêtent attention, trop occupés à célébrer l'énergie brute de sa musique. Pourtant, ces paroles contenaient déjà des indices précieux sur l'homme qu'il était vraiment.
Ainsi, en retraçant ses années de montée fulgurante, son épouse ne cherche pas à glorifier une réussite, mais à montrer comment la célébrité a façonné, et parfois fragilisé, l'être humain derrière le rappeur. Chaque succès portait en lui une joie délai ou joie réelle, mais aussi une charge invisible, que Calbo a portée en silence pendant des années, bien avant que la vie ne lui impose son épreuve ultime. Pour comprendre l'homme devenu artiste, puis l'artiste confronté à la fin, il faut encore remonter plus loin, bien avant les scènes, les albums et la reconnaissance. Le parcours de Calbo prend racine dans une enfance marquée par les manques, les silences et une lucidité précoce face à la dureté du monde. Il grandit dans les années 1970 et 1980, en banlieue parisienne, notamment du côté de Villiers-le-Bel, un territoire alors en pleine mutation, où les immeubles HLM poussent beaucoup plus vite que les promesses d'avenir. Le quotidien y est rythmé par les difficultés sociales, les tensions, mais aussi une solidarité discrète entre familles qui partagent les mêmes espoirs fragiles. Très jeune, Calbo comprend que rien ne lui sera donné. À la maison, l'argent manque souvent. Les parents font ce qu'ils peuvent, mais les fins de mois restent compliquées. Il n'en parle presque jamais plus tard, comme s'il avait appris très tôt à intérioriser. Pourtant, ceux qui l'ont connu enfant se souviennent d'un garçon calme, observateur, déjà attentif aux détails que les autres laissent pour passer. Il écoute plus qu'il ne parle, regarde longuement les adultes discuter, devine les inquiétudes derrière les phrases banales. Cette capacité d'observation deviendra plus tard une force essentielle dans son écriture. L'école n'est pas toujours un refuge. Dans les années 1980, les établissements des quartiers populaires sont surchargés, les enseignants débordés. Calbo n'est pas un élève turbulent, mais il peine à trouver sa place. Il ressent très tôt un décalage, une impression de ne pas appartenir complètement à ce système qui semble ignorer son vécu. C'est pourtant là que naissent les premiers signes de son rapport aux mots. Dans ses cahiers, il écrit parfois plus qu'on ne lui demande, noircit les marges de phrases courtes, presque des rimes, sans encore savoir qu'il s'agit des prémices d'un futur langage artistique. À l'adolescence, le contexte du quartier se durcit. Le chômage, les contrôles policiers fréquents, le sentiment d'injustice deviennent des éléments du quotidien. Calbo voit certains camarades glisser vers des chemins plus dangereux. Lui observe encore une fois. Il ressent la colère, mais la retourne vers l'intérieur. Sa femme confiera plus tard que cette période l'a profondément marqué. Il a grandi trop vite. Cette maturité précoce, souvent interprétée comme de la froideur, est en réalité une stratégie de survie. La musique apparaît alors comme une échappatoire. D'abord en écoutant, puis en imitant, en écrivant timidement. Le rap, encore marginal en France, résonne particulièrement dans ces quartiers. Il y retrouve des récits qui ressemblent à sa vie, des voix qui osent dire ce que beaucoup taisent. Calbo n'a pas encore de micro, pas de scène, mais il a déjà des mots et une urgence à les poser quelque part. Les soirées entre amis deviennent des espaces d'expression improvisés, des moments où il teste ses textes, observe les réactions, ajuste. Certains signes, longtemps restés dans l'ombre, prennent aujourd'hui un sens nouveau. Dès cette époque, Calbo parle souvent du temps qui passe, de la fragilité de l'existence, comme si la conscience de la finitude s'était installée très tôt en lui. Des proches se souviennent de phrases étonnamment graves pour un adolescent. Ce n'était pas du pessimisme, mais une lucidité forgée par l'observation constante des difficultés autour de lui. La relation à la famille est complexe, faite d'amour et de retenue. On ne parle pas beaucoup des émotions, on avance simplement. Cette pudeur affective façonne profondément Calbo. Plus tard, il exprimera davantage ses sentiments à travers ses textes que dans la vie quotidienne. Enfant déjà, il apprend à dissimuler ses peurs, à se montrer solide, même lorsque l'environnement semble instable. Cette façade de force, construite très tôt, ne le quittera jamais vraiment. À la fin de l'adolescence, lorsque les premières opportunités musicales commencent à apparaître, Calbo porte déjà en lui tout un passé silencieux. Les épreuves de l'enfance ne sont pas oubliées, elles sont transformées. Chaque mot écrit, chaque phrase scandée sera nourrie de ces années difficiles, de ces rues grises, de ces regards lucides posés trop tôt sur la vie. C'est dans cette enfance rude, souvent invisible aux yeux du grand public, que se forge l'âme de l'artiste, bien avant que la lumière de la célébrité ne vienne l'atteindre. Après l'enfance marquée par les manques et l'ascension fulgurante vers la reconnaissance, la vie personnelle de Calbo s'est construite dans un équilibre fragile entre discrétion absolue et responsabilité profonde. Contrairement à beaucoup d'artistes de sa génération, il a toujours tenu à préserver une frontière nette entre l'homme public et l'homme privé. Ceux qui l'ont côtoyé le savent, Calbo parlait peu de sa famille dans les médias, mais elle occupait une place centrale, presque sacrée, dans son existence quotidienne. Ses parents, d'abord, ont joué un rôle déterminant, même si leur relation était empreinte de pudeur. Issus d'un milieu modeste de la banlieue parisienne, ils lui ont transmis très tôt la valeur du travail et du silence digne. Dans les années 1980, alors que la situation sociale se dégradait autour d'eux, ils tentèrent de maintenir un cadre stable, parfois au prix de sacrifices invisibles. Calbo ne l'exprimera jamais frontalement, mais ses proches racontent qu'il portait une immense reconnaissance à ses parents, mêlée à une forme de culpabilité de les avoir vus lutter sans toujours pouvoir les aider.
Plus tard, lorsqu'il commencera à gagner sa vie grâce à la musique, l'un de ses premiers réflexes sera de soutenir sa famille, discrètement, sans jamais en faire un sujet public. Avec le temps, la relation évolue. À mesure que la célébrité s'installe, la distance s'impose aussi, non pas affective, mais protectrice. Calbo craint l'exposition médiatique, les regards extérieurs, les jugements. Il choisit donc de préserver ses parents de ce monde qu'il juge parfois violent. Ce choix, incompris par certains, apparaît aujourd'hui comme une preuve supplémentaire de son sens aigu de la protection familiale. Sa vie sentimentale suit la même logique. Lorsqu'il rencontre celle qui deviendra son épouse, au tournant des années 2000, il trouve enfin un espace où il peut déposer le masque. Leur relation se construit loin des projecteurs, dans une forme de normalité presque rare pour un artiste de son envergure. Ils vivent entre Paris et la proche banlieue, dans un quotidien fait de routines simples, repas partagés, longues discussions nocturnes, silences aussi, nombreux mais jamais vides. Sa femme confiera plus tard que Calbo exprimait davantage par les gestes que par les mots, une présence constante, attentive, parfois inquiète, mais toujours sincère. La paternité marque un tournant décisif. La naissance de ses enfants transforme profondément son rapport au temps et à la vie. Pour la première fois, il ne pense plus seulement en termes de projets artistiques, mais d'avenir au sens large. Il devient un père extrêmement vigilant, presque anxieux, soucieux de transmettre des valeurs de respect, de lucidité et de liberté. Pourtant, fidèle à sa nature réservée, il refuse de les exposer. Aucun cliché, aucun détail public. Il veut leur offrir ce qu'il n'a pas toujours eu, le droit à l'anonymat, à une enfance préservée. Des signes, aujourd'hui relus différemment, apparaissent déjà dans cette période. Calbo parle souvent du temps qui file, de la nécessité de profiter sans se perdre. Il insiste pour être présent lors des moments importants, quitte à annuler ou repousser certains engagements professionnels. Certains proches s'étonnent de cette priorité donnée à la sphère privée, mais lui ne transige pas. Il sait, peut-être intuitivement, que ces instants sont irremplaçables. Dans l'intimité, Calbo est décrit comme un homme doux, parfois mélancolique, très attentif aux émotions des siens. Il écoute beaucoup, intervient peu, mais ses paroles, lorsqu'elles arrivent, sont toujours mesurées. Avec ses enfants, il se montre à la fois protecteur et exigeant, refusant toute facilité, mais encourageant sans cesse la réflexion et l'expression personnelle. Il ne cherche pas à transmettre un héritage artistique, mais une manière d'être au monde. Les dernières années renforcent encore ce repli vers la cellule familiale. À mesure que les apparitions publiques se font plus rares, la maison devient un refuge. Sa femme racontera plus tard que Calbo passait de longues heures à observer ses enfants, souvent en silence, comme s'il voulait graver ces images en lui. Était-ce une simple sensibilité paternelle ou une intuition plus profonde de la fragilité du temps? La question reste suspendue. Ainsi, derrière la figure du rappeur respecté, se dessine celle d'un homme profondément attaché aux siens, façonné par une enfance difficile, transformé par la célébrité, mais jamais détourné de l'essentiel. Sa vie personnelle, longtemps tenue à l'écart des regards, apparaît aujourd'hui comme le fil invisible reliant toutes les étapes de son parcours, des premières épreuves aux derniers instants partagés avec ceux qu'il aimait le plus. Dans la continuité de cette vie recentrée sur les siens, l'état de santé de Calbo s'inscrit comme une trame silencieuse, longtemps tenue à distance des regards, mais pourtant bien présente. Pendant des années, rien n'est officiellement dit. À l'extérieur, l'artiste apparaît plus discret, moins visible, mais toujours digne. À l'intérieur, les signaux s'accumulent, fragmentés, presque imperceptibles, comme si le corps envoyait des messages que l'esprit refusait d'entendre trop tôt. Les premiers changements remontent à une période que son entourage situe autour de la fin des années 2010. Calbo se plaint rarement, fidèle à cette retenue apprise dès l'enfance. Pourtant, sa fatigue devient plus fréquente. Les déplacements l'épuisent de davantage, les nuits sont hachées. Il parle parfois de douleurs diffuses, sans localisation précise, qu'il attribue au stress ou à l'âge. Ceux qui le connaissent savent qu'il n'aime pas médicaliser la moindre faiblesse. « Ça ira », répète-t-il, comme un mantra. Avec le temps, ces signes se précisent, les proches notant une perte d'énergie progressive, une respiration plus courte après des efforts pourtant modestes. Lors de rendez-vous professionnels à Paris, il écourte certaines réunions, préfère rentrer plus tôt. Non par désintérêt, mais parce que le corps impose ses limites. Dans l'intimité, sa femme remarque aussi ses silences plus lourds, ces moments où il s'assoit immobile, comme pour reprendre possession de son souffle. Les consultations médicales commencent alors à se multiplier, d'abord espacées, presque routinières. Nous sommes toujours en région parisienne, entre cabinets spécialisés et examens complémentaires. Calbo écoute, pose peu de questions, note mentalement. Il ne dramatise rien, mais il comprend. Sa femme confiera plus tard qu'il avait cette manière particulière d'accueillir les informations difficiles, sans panique, mais avec une lucidité presque dérangeante, comme s'il classait déjà les données, préparant quelque chose que personne d'autre ne voyait encore. À mesure que la situation évolue, certaines habitudes changent. Il ajuste son alimentation, tente de ralentir le rythme, annule quelques engagements. Officiellement, il s'agit de choix personnels, d'un besoin de calme. En réalité, le corps réclame de l'attention. Les périodes d'amélioration alternent avec des phases plus sombres.
Des jours où il semble aller mieux, reprend confiance, plaisante même. Puis d'autres où la fatigue revient brutalement, accompagnée d'une douleur plus nette, plus insistante. Un élément frappe particulièrement son entourage. Calbo devient encore plus attentif au temps présent. Il parle souvent du « maintenant », insiste sur l'importance de ne pas remettre à plus tard. Cette philosophie, déjà présente dans ses textes, prend une dimension concrète. Il choisit de passer davantage de temps à la maison, réduit les déplacements inutiles, privilégie les moments calmes. Ce recentrage n'est pas un repli, mais une adaptation. Lorsque la situation médicale se précise, au début des années 2020, les examens confirment que l'état de santé nécessite un suivi plus étroit. Les séjours à l'hôpital deviennent plus fréquents, parfois courts, parfois plus longs. Les couloirs, les salles d'attente, les chambres aux murs clairs s'intègrent malgré eux à son quotidien. Calbo garde le même comportement. Peu de plaintes, beaucoup d'observations. Il écoute le personnel soignant avec respect, remercie souvent, comme s'il voulait alléger le poids de sa propre présence. Sa femme raconte que, durant cette période, il se montre paradoxalement plus apaisé. Le corps faiblit, mais l'esprit semble s'éclaircir. Il parle avec précision, fait des choix, organise certaines choses sans jamais employer de mots définitifs. Il refuse que ses enfants perçoivent l'inquiétude, s'efforce de préserver une normalité rassurante. Même lorsque la fatigue devient visible, il s'efforce de sourire, de maintenir ce lien de stabilité qu'il juge essentiel. Certains détails, aujourd'hui relus autrement, prennent alors un sens particulier. Calbo se lève parfois très tôt, avant l'aube, reste seul dans le salon, en silence. Il écrit peu, mais relit beaucoup. Il trie, range, se débarrasse de l'inutile. Sa santé l'oblige à ralentir, mais ce ralentissement semble aussi lui offrir un espace intérieur nouveau, presque méditatif. Était-ce une manière de se préparer, de mettre de l'ordre, de faire la paix avec ce que le corps ne contrôlait plus? À l'approche des derniers mois, les médecins parlent avec davantage de prudence. Les traitements deviennent plus lourds, les effets secondaires plus présents. Calbo encaisse sans se plaindre, mais son entourage voit bien que chaque jour demande un effort. Les gestes sont plus lents, la voix parfois plus faible, pourtant la présence reste entière. Le regard, surtout, demeure intense, concentré, comme si toute son énergie s'était déplacée là. Ainsi, l'état de santé de Calbo, longtemps dissimulé derrière la pudeur et la dignité, apparaît aujourd'hui comme un fil conducteur discret, mais déterminant. Une lutte silencieuse, sans éclat, menée loin des projecteurs, dans l'intimité des hôpitaux parisiens et du foyer familial. Une réalité faite de signes avant-coureurs, de résistance et d'acceptation progressive, qui éclaire d'un jour nouveau ses choix, ses silences et cette présence si particulière qu'il a conservée jusqu'au bout. À ce stade du récit, la vie de Calbo apparaît comme une trajectoire faite de cercles concentriques, où chaque période éclaire la précédente sans jamais l'annuler. Après l'enfance rude, la reconnaissance publique et le recentrage familial imposé par la maladie, son existence se prolonge dans une maturité artistique et humaine souvent méconnue, mais déterminante. Les années 2000 marquent pour lui un temps de consolidation plutôt que d'exposition. Tandis que le rap français se transforme, se diversifie et s'industrialise, Calbo choisit une voie plus mesurée, privilégiant la cohérence à la visibilité. Installé entre Paris et la proche banlieue, il fréquente encore les studios, mais sans l'urgence des débuts. Les sessions d'enregistrement deviennent plus espacées, plus réfléchies. Il écoute beaucoup, parle peu, observe l'évolution d'une scène qu'il a contribué à façonner. Certains producteurs se souviennent de sa manière d'entrer dans une cabine, sans démonstration, avec une concentration presque austère. Il retravaille les textes, coupe, ajuste, refuse parfois de publier ce qu'il juge inabouti. Ce perfectionnisme discret est l'un des signes les plus constants de sa maturité. À partir du milieu des années 2000, Calbo s'investit davantage dans la transmission. Sans jamais revendiquer